السيدة الرئيسة. Au nom de Dieu, le bienveillant, le miséricordieux, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de sécurité, avant toute chose, j'aimerais vous féliciter, Madame la Présidente, à l'occasion de l'accession de votre pays à la présidence du Conseil ce mois-ci. Nous nous félicitons de la façon dont vous dirigez d'une main de maître les débats du Conseil. Nous remercions Madame Rosemary Di Carlo, secrétaire générale adjointe chargée des affaires politiques et de maintien de la paix, Madame Hannah Suleiman, directrice exécutive adjointe de l'UNICEF, de leurs exposés très utiles. Nous nous félicitons de la participation de l'envoyé spécial du secrétaire général et nous espérons que ces efforts contribueront à la fin de la guerre au Soudan. Nous coopérerons pleinement avec lui pour atteindre cet objectif. Madame la Présidente, le gouvernement du Soudan n'a épargné aucun effort pour parvenir à la paix. Nous avons accepté l'initiative régionale internationale visant à mettre fin à la guerre et à régler la situation humanitaire. Nous avons confirmé que nous étions prêts à coopérer avec toute initiative qui permettrait de mettre fin à la guerre. La déclaration de Jeddah a été signée en mai 2023. Cela étant dit, les milices ont été intransigeantes et ont voulu rester dans les services publics, dans les maisons, dans les hôpitaux et les propriétés civiles, ce qui a mené à une violation claire de la déclaration de Jeddah, mettant en péril l'efficacité de la déclaration elle-même. Le Soudan a accepté de nombreux efforts de médiation d'États de la région, du Moyen-Orient et d'Europe. Nous avons accepté de coopérer avec l'administration américaine aussi. Et nous avons soutenu les efforts de la Turquie, de l'Égypte, d'Arabie Saoudite dans le cadre de Quatuor, même si la participation des Émirats arabes unis n'était pas une certitude selon nous en tant que médiateurs. Nous avons coopéré avec l'envoyé spécial, mais le gouvernement a participé à des réunions à Paris, Genève, Londres et Berlin. Le Soudan pense que tout règlement durable doit être soudanais, doit être dirigé par les Soudanais et pris en main par les Soudanais, selon la volonté du peuple soudanais uni. Nous nous félicitons de tout soutien externe qui permet de rapprocher les positions et de soutenir les efforts de paix. Le Soudan estime en outre que la multiplication des voies de négociation ont empêché le règlement de la situation. Il n'y a pas suffisamment d'efforts concertés. En outre, certaines mesures de médiation n'ont pas inclus toutes les parties et tous les acteurs les plus influents issus du Soudan. Et la cause profonde du conflit, de la crise, n'a pas été réglée. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas encore adopté une stratégie solide. Selon nous, certaines composantes sont claires. La protection des civils grâce au plan d'action national approuvé. Les milices doivent se retirer du Darfour et du Kordofan, car toute trêve, paix ou cessez-le-feu par les médiateurs sans un retrait des milices d'un État, que ce soit le Kordofan ou le Darfour, signifie que le pays sera fragmenté. Des propositions ont été faites aux médiateurs pour s'assurer que les forces de soutien rapide battront en retraite. C'est la seule garantie pour l'unité du Soudan et pour la cessation des hostilités. La non-obstruction de l'assistance humanitaire est importante, c'est indispensable. Il faut permettre l'acheminement de l'assistance humanitaire grâce aux ports, aux aéroports et aux points de passage désignés comme tels. Il est nécessaire de participer aux efforts de médiation et autres initiatives, mais nous pensons que le processus politique est une prérogative nationale, dirigée par les Soudanais. Les Soudanais sont fatigués de cette quille réelle d'initiatives et des confrontations entre États qui essayent d'imposer leur volonté au Soudan. Afin de trouver des solutions, afin de créer un nouveau Soudan qui ne correspond pas aux attentes des Soudanais. Nous ne rejetons pas le cessez-le-feu, mais nous rejetons toute proposition qui ferait le lit des milices qui renforcent leur capacité militaire. Nous rejetons toute exigence de retrait de l'État de ces villes, puisque cette présence protège des civils qui fuient certaines zones sous contrôle des milices, ce qui empêche les milices de commettre des atrocités supplémentaires. Il n'est pas raisonnable que les forces armées soudanaises
doivent quitter pas moins de 27 villes et El Obeid. Le gouvernement a besoin de témoignages. Les agissements des milices prouvent très bien qu'elles ont commis des atrocités, des crimes de guerre, ce qui est suffisant pour les qualifier de groupes terroristes comme Boko Haram ou d'autres. Les processus de paix doivent être dirigés par des Soudanais, avec des groupes marginalisés, des jeunes, des femmes, des organisations de la société civile doivent y participer. Nous avons besoin de représentation des forces armées et des agences sécuritaires, puisqu'elles sont responsables du maintien de la sécurité. Notre position est fondée sur la proposition du gouvernement présentée par le Premier ministre au Conseil de sécurité en septembre 2025. En plus de l'idée présentée au secrétaire général, nous avons tendu une invitation au secrétaire général afin qu'il participe à la conférence sur la réconciliation nationale et la paix. Ce n'est pas une conférence politique, c'est une conférence qui vise à renforcer la culture de la paix, de la coexistence, qui essaye d'éradiquer les causes profondes des conflits grâce à la réconciliation, qui cherche à parvenir à la justice transitionnelle, à lutter contre les discours de haine et de la violence et qui invite des acteurs comme les dirigeants religieux, les composantes clés de la société, les femmes, les jeunes, les scientifiques, les universitaires et d'autres. Nous devons les faire participer pour établir la paix, pour que le processus de paix ne soit pas un processus uniquement gouvernemental. Madame la Présidente, pourquoi est-ce que la paix nous file entre les doigts jusqu'ici? Même si le monde libre ont condamné les violations des milices, certains acteurs internationaux n'ont pas honoré leurs obligations juridiques et morales. Au contraire, elles ont décidé d'opter pour une politique de dissimulation et de passivité complice qui met sur un pied d'égalité les parties au conflit, ce qui empêche de régler la guerre et qui donne une couverture aux milices, car cette neutralité n'est pas positive. Les milices doivent être vus comme des groupes terroristes, puisque les éléments juridiques du terrorisme et des crimes de génocide s'appliquent à eux, puisque les exécutions, les viols, la réduction en esclavage de femmes et la prise pour cible de personnes handicapées prouvent que les milices commettent des actes de terrorisme. Les civils ont été pris pour cible de façon systématique avec plus de 200 attaques de drones des milices qui continuent à vouloir miser sur des structures gouvernementales parallèles, une scission du pays avec la création d'une banque centrale, le soutien émirati aux forces de soutien rapide persiste et les Émirats arabes unis continuent de soutenir les alliés. Les équipements militaires continuent de traverser la frontière tchadienne au point de passage vers l'aéroport d'Al-Geraz et en Libye, Al-Kofra, qui est administré par Soubel al-Samal Battalion. Des équipements militaires arrivent directement dans le Darfour à cause de ces points de passage et ces faiblesses à partir de l'aéroport d'Al-Ala et transportés par voie terrestre vers le Nil bleu méridionale, avec des artilleries lourdes, des véhicules armés, plusieurs types de munitions, des systèmes de défense aérienne, des systèmes de brouillage et des véhicules de combat armés. Et des zones de passage sont préparées pour permettre des chemins supplémentaires. Les médiateurs ont parlé de ces violations. Depuis la Libye, les articles viennent depuis le port de Benghazi vers la porte de Boukoba et transportés par voie terrestre vers la ville d'Al-Kofra, vers le désert, dans des zones de Zourouk et Rumrad à Cher. Le chemin de Kofra-Boussaïd, à 300 km à l'ouest du Soudan, est utilisé dans la zone de la triple frontière. La voie Kofra-Al-Takha, Permarki, qui est la zone principale qui reçoit un approvisionnement de la Libye. Il y a aussi le chemin qui passe par Al-Sara, sur la base de l'aéroport d'Al-Sharaz. Un point de passage qui était ouvert, qui a été utilisé abusivement. Des financements sont fournis pour couvrir les coûts des opérations militaires des milices. Et un appui politique est fourni, ce qui donne une légitimité aux milices. C'est une planche de salut qui leur permet une guerre sur le long cours d'épuisement contre l'armée. En outre, un appui média a été fourni. Il y a aussi
eu un transfert de dirigeants des milices à l'étranger pour prise en charge médicale. Des mesures ont été prises pour améliorer l'image des milices avec une guerre psychologique menée par les Émirats arabes unis. Des ressources comme de l'or sont pillées et les exportations de l'or vers les Émirats arabes unis par les milices continuent. Le trafic de l'or représentait 56 tonnes l'année dernière, représentant plus de 7 milliards de dollars. Des renseignements, un appui technique sont fournis grâce à une guerre de technologie poussée, des systèmes de brouillage très poussés. Dans l'Ouest, les milices ont fait main basse sur des technologies avancées. La résolution 1591 a été violée. Un point de passage est utilisé pour transférer des armes, des véhiculs de combat, des systèmes de défense aérienne et d'autres articles dans le Nil bleu. Des voies d'atterrissage sont préparées à Kurmuk dans des zones sous contrôle des milices. Un camp de formation secret est aussi maintenu dans la région. Des unités de combat et des véhicules militaires ont participé à des opérations militaires dans le Nil bleu méridional. La frontière avec la République centrafricaine est utilisée en tant que couloir pour les combattants étrangers, renforçant les liens entre Abu Dhabi et la République centrafricaine. Via le nord-est de la République centrafricaine, non loin de la zone de la frontière triple, des véhicules de combat ont été utilisés, utilisant les frontières avec le Tchad et la Libye pour acheminer des articles. 163 aéronefs ont atterri à l'aéroport d'Akofra, ce qui met en péril l'économie et permet un pillage des ressources. Le renforcement militaire est estimé à 20 000 combattants avec des drones, des systèmes de brouillage, des lance-missiles, ce qui permettrait de renforcer les capacités militaires des milices et des forces de soutien rapide. Cet appui forcerait les forces armées soudanaises à conclure un accord, ce qui n'est pas accepté par les Soudanais. Les parrains étrangers des milices souhaitent imposer une réalité militaire et modifier l'équilibre des pouvoirs afin d'éviter toute paix et de prolonger la guerre. L'objectif n'est pas de mettre fin à la guerre, mais bien de détruire l'armée. Le 17 mai 2026, un drone a été abattu dans la zone d'Al-Soudout, après avoir violé l'espace aérien soudanais à Kurmuk, dans l'état du Nil bleu. Les données de télémétrie ont été analysées et il se fait que ce drone est venu d'un pays étranger. S8 est le numéro de série du drone et il avait mené des frappes contre des cibles militaires et civiles dans le Nil bleu et dans l'état du Kordofan. D'autres aéronefs ont été détectés et il était confirmé qu'ils ont participé aux attaques contre l'aéroport international de Khartoum et dans la zone de Jabal Ria. Le 23 mai 2026, un autre drone stratégique a été abattu non loin de Damazine après être entré dans l'espace aérien soudanais depuis un pays étranger. Il existe des chemins complexes de transport de mercenaires et ces voies de passage ont été détectées. Aux Émirats arabes unis, les mercenaires ont été accueillis et ont été directement transportés dans une base militaire à Rabat pour être formés par des officiers des Émirats. La voie libyenne a aussi été utilisée avec des militaires qui ont été envoyés des Émirats arabes unis vers la Libye. Il y a aussi la zone de transit et la voie de transit d'Afrique orientale avec un appui des Émirats arabes unis, des personnes qui ont été envoyées vers un aéroport géré par Terminal Holdings, une compagnie émirati. El Jamina a été utilisé en tant que point de transit rapide vers Niala. L'aéroport Zaman Jalas a été utilisé. Un aéroport qui a été caché par les Émirats arabes unis et utilisé ensuite pour soutenir les opérations militaires avec des drones. L'aéroport d'Abiyala a été transformé en un pôle logistique depuis sa réouverture en 2024 avec la construction de camps de mercenaires avec des conteneurs, des tentes situés dans l'aéroport.
des équipements émiratis ont été détectés. Les milices ont été vues alors qu'elles utilisaient ces armes émiraties, qui avaient été vendues aux forces émiraties en tant qu'usagers finaux. Donc ces armes ont été utilisées. Des armes serbes, des mortiers serbes importés grâce à l'entreprise Atasi, une subsidiaire d'un fonds émirati, des munitions 8 mm bulgares venant de Libye, des Alchban, des transporteurs renforcés avec des systèmes français. Madame la Présidente, j'attire votre attention sur la lettre du gouvernement du Soudan envoyée au Conseil de sécurité et au secrétaire général de l'ONU portant sur les grandes violations commises contre des détenus et prisonniers civils détenus dans des centres de détention contrôlés par les forces de soutien rapide sur intégré ces Chala. Les prisonniers sont traités de façon horrible et ils sont assujettis à un trafic d'organes. Il n'y a pas de réaction internationale décisive, alors qu'elle constitue des violations du droit international humanitaire et s'apparente à des crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Le Soudan, au Conseil de sécurité, appelle le Conseil, l'ONU et le CICR et tous les acteurs internationaux pertinents à prendre des mesures urgentes et justes pour garantir un accès à tous ces centres pénitentiaires et à fournir une assistance humanitaire et médicale aux détenus et à mener des enquêtes transparentes et indépendantes et à s'assurer que les personnes responsables de ces crimes répondent de leurs actes conformément au droit international. Nous nous félicitons à cet égard de l'initiative du secrétaire général de son envoyé spécial portant sur les échanges de prisonniers sous les auspices du CICR. Le Premier ministre s'est félicité de la décision hier concernant la situation humanitaire. Nous avons permis aux organisations de l'ONU de fournir une aide humanitaire et d'utiliser les aéroports du Kordofan méridional, septentrional, du Nil bleu, etc. pour fournir des articles d'urgence. Le personnel de l'ONU peut accompagner les convois, superviser la distribution de l'aide et revenir au point de départ des opérations d'aide. Le Soudan réitère sa détermination à faciliter l'action de l'ONU et des entités et organisations accréditées. S'agissant de l'aide humanitaire, le gouvernement a satisfait plus de 68% des besoins des déplacés, des rapatriés, des personnes touchées par la guerre. Le financement du plan d'intervention humanitaire de l'ONU n'a pas dépassé 37,2%, vu un manque de 62,8%. Le décalage entre l'aide humanitaire entrante et les besoins humanitaires atteint 63%, avec 15,5 millions de personnes qui ne sont toujours pas couvertes par l'aide humanitaire. Le nombre de bénéficiaires de l'aide humanitaire, du fait de l'accès humanitaire de la coordination, a atteint 18 millions de personnes. Les interventions de l'ONU en 2024 et 2025 s'élevaient à 2,3 milliards de dollars. L'aide humanitaire de pays amis atteint 73,46 tonnes métriques. L'aide humanitaire a atteint 8 600 000 tonnes métriques. Les besoins humanitaires intersectoriels s'élèvent à 33 600 000 tonnes métriques qui ont permis le relèvement des communautés touchées en rétablissant les moyens de subsistance, en fournissant des abris, en rétablissant l'approvisionnement en eau, les centres sanitaires, les écoles, les universités, en fournissant du matériel pour un total de plus de 2 millions d'unités. Il est important que les opérations humanitaires aillent de pair avec des solutions durables. Les données des autorités nationales compétentes affichent une augmentation sans précédent de violations et de crimes perpétrés par les milices contre les civils. Le nombre d'affaires pénales contre les milices a atteint
149 860, dont 385 contre les membres des forces régulières dont l'immunité a été levée, ce qui prouve l'engagement pris par l'État à la prévention de l'impunité. Les enquêtes se sont terminées dans 21 787 cas qui ont été renvoyés devant les tribunaux nationaux. Les décisions ont été rendues dans 10 417 affaires. Le comité d'enquête nationale a recensé 2200 cas de viol, 14 999 cas de détention et de disparition forcée, 30 971 meurtres, 44 617 blessés. Des pertes économiques liminaires du fait de la destruction de l'infrastructure s'élèveraient à 771 milliards de dollars. Le nombre de cas de violences sexuelles liées au conflit s'élève à 2250 cas, 3700 cas d'esclavage, de trafic d'esclaves, près d'un millier de prises d'otages, 22 000 cas de recrutement d'enfants dans les hostilités, 3,5 millions de civils ont été affamés, 4 700 cas d'exécution arbitraire, plus de 4 000 cas d'esclavage. Rien que à Khartoum, les milices comme l'ont vu les ambassadeurs de l'Union africaine, ont ravagé différents secteurs. 33 000 bâtiments ont été réduits en ruine. Le palais présidentiel et 29 bâtiments ministériels ont été gravement endommagés, en plus de la destruction du centre de commandement, du centre des forces armées, les centres de renseignement, les laboratoires médico-légaux et des installations publiques et des centres économiques ont été détruits. 6 centrales de traitement des eaux ont été détruites. 93% des installations électriques ont été endommagées. 9000 pôles ont été détruits. Sur le plan économique, 158 marchés ont été totalement détruits. 411 usines et 231 usines à Khartoum ont été détruites. Le secteur sanitaire a été mis à mal. 200 centres sont hors service, 220 pharmacies détruites et pillées, ce qui a conduit à une grave détérioration des services de santé. Madame la Présidente, d'après les dernières statistiques, des millions de réfugiés sont rentrés chez eux. Aucun n'est revenu dans les régions sous le contrôle des milices. Tous les civils rapatriés vivent dans des régions sous l'autorité du gouvernement. Madame la Présidente, l'Union africaine a dit vouloir travailler avec les Soudanais pour dégager un accord pour mettre un terme à la crise actuelle et appuyer une transition civile. Le Premier ministre, devant 70 ambassadeurs la semaine dernière, a insisté sur l'importance de faire participer le gouvernement à toutes les initiatives visant à régler la crise. Le gouvernement rejette toute initiative sans sa participation. Nous sommes une partie prenante et essentielle de toute initiative. La mission de l'Union européenne a vu l'ampleur des destructions et des ravages et nous espérons que le Conseil se rendra à Khartoum pour constater de visu l'ampleur des destructions. Les ambassadeurs de l'Union africaine ont rejeté toute organisation parallèle au Soudan et ont appuyé la souveraineté et l'intégrité territoriale du Soudan. Pour ce qui est d'El Obeid, l'escalade récente est le fait d'une alliance militaire avec des milices rebelles et le mouvement de libération du Soudan avec à sa tête Abdelaziz Elilou qui a pour objectif de confisquer El Obeid et Dili. En outre, il y a eu une propagande sur les médias sociaux en plus de concentration de milices à Niala, Abouzabad, Al-Fasharia et El Doulaïma. Madame la Présidente, dans ce contexte, nous saluons les efforts de l'envoyé spécial du secrétaire général et ses efforts récents visant à faire le bilan de la réalité sur le terrain pour rectifier
les descriptions inadéquates de la crise et pour rencontrer les dirigeants confessionnels et autres qui sont rentrés au Soudan. Des garanties seront données aux rapatriés souhaitant participer à la conférence sur la communauté, la paix et la réconciliation nationale. Le Soudan peut coopérer avec les Nations unies quant à la façon de parvenir à la paix au Soudan avec la participation des mouvements armés et formations militaires dans l'objectif de rétablir une armée nationale unifiée. Le mouvement de libération du Soudan, allié à des milices, procède à un conflit ethnique et Lilou est donc un dirigeant inacceptable. Madame la Présidente, en conclusion, plusieurs accusations ont été proférées contre le Soudan. Nous avons entendu que le Soudan a réfuté deux propositions ce matin. Le président suivait nos travaux et il m'a envoyé ce qu'il a dit. Il semblerait que ça n'a pas été lu. Il s'agit notamment d'un calendrier du retrait et du rétablissement de la paix. Et s'agissant des accusations récurrentes d'utilisation d'armes chimiques par les forces armées, c'est une question qui doit être laissée à l'Organisation internationale des armes chimiques. Nous avons créé un comité national qui travaille avec les États-Unis et l'équipe des États-Unis s'est rendue au Soudan, s'est rendue dans la zone où nos forces armées auraient soi-disant utilisé des armes chimiques et des échantillons du sol de 4 régions ont été prélevés. Et jusqu'à aujourd'hui, aucune preuve n'a été présentée par les autorités américaines prouvant que l'armée soudanaise a utilisé des armes chimiques. Et l'ambassadeur soudanais à Washington a travaillé avec plusieurs parties. Aucune preuve n'a été présentée quant à l'utilisation par l'armée d'armes chimiques contre les civils. Donc, nous demandons au Conseil, et si c'est nécessaire, je peux tout à fait vous transmettre un mémorandum cette semaine concernant le dialogue entre le Soudan et les États-Unis sur cette grave accusation. Quelles sont nos exigences? Intégrer les différents processus de médiation qui ont pris la forme de conférences extérieures dont les hôtes n'invitent pas le Soudan. Le Conseil devrait appuyer l'accord de Djeba comme seul accord existant jusqu'ici. Cette plateforme est l'enceinte légitime de reprise des pourparlers techniques lancés par l'ancien envoyé spécial Lamamra et l'actuel envoyé personnel. Il faut appuyer l'appropriation du processus politique. Il faut créer un mécanisme de suivi pour détecter le trafic d'armes dans le désert par-delà les frontières. Nous n'accepterons pas l'élargissement de la résolution qui couvrirait l'ensemble du Soudan parce qu'à ce moment-là, l'armée ne pourra pas acquérir des armes pour défendre ses territoires. Les partenaires internationaux peuvent exercer des pressions sur les Émirats arabes unis afin qu'ils cessent de donner des armes aux rebelles et la guerre cesserait. Voilà pourquoi nous appelons à la fin d'ingérence étrangère, à la mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité 1591, 2726 et nous demandons à ce que cessent les attaques de drones, les attaques contre les civils, à ce que cesse le soutien financier fournis par les Émirats arabes unis et d'autres pays aux milices qui n'ont pas été évoqués par les médiateurs. Il est également nécessaire d'adopter des mesures pour expulser les mercenaires du Darfour et du Kordofan. Nous avons transmis la liste des noms au Conseil de sécurité. Il faut mettre en œuvre la Convention de l'Union africaine sur l'élimination des mercenaires. Il est nécessaire de sanctionner les sociétés de sécurité privées aux Émirats arabes unis qui transportent des mercenaires au Darfour et il faut traîner en justice les entités responsables de ces activités. Il faut procéder à des enquêtes sur les activités des services de sécurité mondiale à Abu Dhabi et appuyer les efforts pour établir la responsabilité en cas de crime de guerre, crime contre l'humanité. Il faut créer un fonds d'indemnisation pour les rescapés et les communautés touchées par les atrocités commises par les RSF soutenues par les Émirats arabes
Unis. Je vous remercie, Madame la Présidente. Je